au large de la Martinique, sur une forteresse insulaire réputée inviolable, le docteur Samuel Laurent, un météorologue de génie injustement condamné, observe le ciel non pas avec désespoir, mais avec l'acuité d'un grand stratège. Alors que l'ouragan Léviathan, une monstruosité de catégorie 5, se forme dans l'Atlantique, les autorités pénitentiaires ne voient qu'une menace à gérer. Samuel, lui, y voit une horloge, une équation parfaite. Il a calculé que l'œil du cyclone, ce cœur d'un calme trompeur, lui offrira une fenêtre de 30 minutes. 30 minutes pour s'échapper sur un radeau de fortune et chevaucher la tempête vers la liberté. Si cette épopée de science et de survie vous captive, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner. La prison du Rocher du Diable portait bien son nom. C'était un ancien fort militaire du XVIIIe siècle, une cicatrice de pierres volcaniques et de briques posées sur un îlot inhospitalier à quelques kilomètres de la côte sud de la Martinique. Les vagues de l'Atlantique se brisaient sans relâche sur ses fondations, et les alizés y soufflaient avec une constance qui usait la pierre et les âmes. C'était une forteresse conçue pour repousser les flottes ennemies, et elle avait été modernisée pour décourager les espoirs les plus fous. Ces murs, épais de 3 mètres, n'avaient jamais été franchis. C'était ici que le docteur Samuel Laurent, autrefois l'un des climatologues les plus respectés d'Europe, passait ses journées à regarder le ciel. Son crime n'avait pas été un acte de violence, mais un acte de vérité. En tant que scientifique en chef d'un projet gouvernemental, il avait refusé de falsifier des données qui prouvaient la responsabilité d'une puissante corporation pétrolière dans une catastrophe écologique. Pour le réduire au silence, la corporation l'avait piégé, l'accusant d'espionnage industriel avec des preuves fabriquées de toutes pièces. Il avait été condamné, discrédité, et envoyé au Rocher du Diable pour y être oublié. Mais on ne peut pas emprisonner un esprit comme celui de Samuel. Sa cellule, une simple meurtrière transformée en fenêtre à barreaux, était devenue son observatoire. Il n'avait plus ses satellites, ses supercalculateurs, ses modèles de prévision complexes. Il était revenu à la forme la plus pure de la météorologie, l'observation directe. Il lisait le ciel comme un livre ouvert. Il notait la forme des cirrus, la couleur du soleil couchant, la température de l'air marin. Il observait le comportement des frégates qui nichaient sur les falaises, leur manière de voler, leurs cris. Pour les gardiens et le directeur de la prison, un homme rigide et procédurier nommé Vasseur, Samuel Laurent n'était qu'un détenu de plus, un intellectuel brisé qui passait son temps à rêvasser. Ils ignoraient qu'il continuait son travail avec une précision redoutable. C'est au début du mois de septembre qu'il sentit le premier changement. Ce n'était rien qu'un satellite aurait pu détecter, rien qu'un bulletin météo officiel n'aurait mentionné. C'était une anomalie dans la houle, une ondulation longue et paresseuse venant du fin fond de l'Atlantique, un signe que quelque part, très loin, une immense quantité d'énergie était en train de se mettre en mouvement. L'air devint plus lourd, plus saturé d'humidité. Les frégates devinrent nerveuses, volant en cercle serré et refusant de s'aventurer au large. Les premiers bulletins officiels parlèrent d'une simple dépression tropicale, loin des côtes, à surveiller. Samuel secoua la tête. Les modèles étaient trop lents, trop conservateurs. Ils ne prenaient pas en compte la température exceptionnellement élevée des eaux de surface cette année-là, un carburant parfait pour une intensification explosive. Il savait ce qui se préparait. Il ne s'agissait pas d'une simple tempête. C'était un monstre qui naissait. Il demanda une entrevue avec le directeur Vasseur. Après 2 jours d'attente, il fut escorté, les mains menottées, dans le bureau austère du directeur. Vasseur le regarda par-dessus ses lunettes, avec un air de condescendance. « Alors, docteur Laurent, que puis-je faire pour vous? Vous avez une plainte concernant la qualité de la bibliothèque ?» Et directeur, commença Samuel d'une voix calme, « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une tempête. Celle que Météo France appelle Léviathan. Elle n'est pas une simple dépression. Je vous le dis, elle va devenir un ouragan majeur, probablement une catégorie 4, peut-être même 5. Et sa trajectoire est plus à l'ouest que ce que les modèles prévoient. Elle se dirige droit sur nous. » Vasseur eut un petit rire sec. « Vous voilà maintenant expert en divination? Laissez la météorologie aux professionnels, Laurent. Nous suivons les protocoles. Les bulletins officiels parlent d'une trajectoire passant à 300 km au nord. Nous aurons de la pluie et du vent, rien de plus. Retournez à votre cellule et à vos oiseaux. » Samuel insista, expliquant les signes, la houle, le comportement des animaux, la pression barométrique qu'il sentait dans ses propres sinus. Mais pour Vasseur, ce n'était que le délire d'un prisonnier qui cherchait à attirer l'attention.
Lassé, coupa Vasseur. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos fantasmes. L'alerte orange sera peut-être déclenchée, et nous prendrons les mesures habituelles. Fin de la discussion. En retournant à sa cellule, Samuel ne se sentit pas découragé, mais empli d'une étrange certitude. Vasseur venait de lui donner la confirmation dont il avait besoin. Le système était aveugle. Il ne verrait pas venir le monstre. Et dans cet aveuglement, dans ce chaos imminent, Samuel Laurent, le prisonnier, voyait pour la première fois en des années, non pas un mur de ciel, mais une porte. Le rejet de Vasseur ne fit que renforcer la détermination de Samuel. Si le système refusait de voir la vérité, il allait utiliser cette vérité pour son propre salut. Il n'était plus un lanceur d'alerte essayant de sauver une prison qu'il avait condamnée, il était un stratège préparant la plus grande évasion de sa vie. Son esprit, libéré de la frustration, se transforma en un supercalculateur. Il devait affiner sa prédiction, transformer son intuition en une certitude mathématique. Il lui fallait des données, des instruments, même les plus rudimentaires. Sa cellule devint son laboratoire secret, un havre d'ingéniosité où la science reprenait ses droits. Son premier instrument fut un baromètre. Il en construisit un avec les moyens du bord, une merveille de récupération. Il utilisa une bouteille en plastique vide, subtilement dérobée lors du tri des déchets, un morceau de tuyau flexible qu'il obtint d'un vieil aspirateur en réparation à l'atelier, et de l'eau colorée avec de l'encre de stylo. Il calibra son appareil de fortune en se basant sur la hauteur de la marée et la pression atmosphérique standard au niveau de la mer, un chiffre qu'il connaissait par cœur. Chaque heure, il notait la minuscule variation du niveau de l'eau dans son tuyau. Et ce qu'il vit confirma ses pires craintes. La pression chutait à une vitesse vertigineuse, bien plus rapidement que ce que la formation d'une tempête normale n'aurait dû le permettre. Léviathan ne se contentait pas de se renforcer, il explosait en puissance. Il se mit à rassembler d'autres données. Il observait les vagues, calculant leur période et leur longueur d'onde pour en déduire la force et la direction des vents au cœur de la tempête, à des centaines de kilomètres de là. Il utilisait les fissures dans le mur de sa cellule comme un cadran solaire de fortune pour noter les changements subtils dans la direction des vents de haute altitude, révélés par le mouvement des cirrus. Chaque élément, aussi insignifiant soit-il, devenait une variable dans son équation mentale. Il traçait des cartes sur des feuilles de papier toilette avec une mine de crayon, créant ses propres modèles de prévision. Et tous ces calculs convergeaient vers une seule et terrifiante conclusion, un impact direct du mur de l'œil, la partie la plus violente de l'ouragan, avec des vents dépassant les 280 km/h. Un monstre de catégorie 5. Et au centre de ce monstre, un œil. Un œil qu'il estima, d'après la vitesse de rotation qu'il déduisait, à un diamètre d'environ 25 km. Connaissant la vitesse de déplacement de l'ouragan, il calcula la durée de son passage sur le rocher du diable, entre 28 et 32 minutes. 30 minutes de calme relatif. 30 minutes pour traverser l'enfer. Parallèlement à ces calculs, il commença la construction de son arche de Noé. L'évasion ne serait pas une impulsion, mais une opération logistique minutieuse. Il avait besoin d'un radeau. Pendant des mois, il avait observé les livraisons à la prison. Il avait remarqué que les équipements de cuisine et les fournitures médicales arrivaient dans de grandes caisses rembourrées avec des blocs de polystyrène expansés. Il se porta volontaire pour la corvée de gestion des déchets, une tâche ingrate que personne ne voulait. Sous le regard distrait des gardiens, il récupérait des morceaux de polystyrène, les cachant dans des sacs poubelles qu'il dissimulait ensuite dans un ancien conduit de ventilation dans l'arrière-cour de la cuisine. Il emprunta une grande bâche imperméable utilisée pour couvrir le bois de chauffage. Il collectionna des mètres de cordelettes en nylon, patiemment dénoués des sacs de linge. Chaque objet était une pièce du puzzle. Son radeau ne serait pas beau, mais il serait fonctionnel. Il serait conçu pour être assemblé rapidement, une structure de polystyrène enveloppée et solidement arrimée dans la bâche. Il lui fallait aussi un moyen de propulsion. Il récupéra 2 plateaux de service en plastique dur de la cantine, qu'il prévoyait d'utiliser comme des pagaies rudimentaires. Le sel, le sucre, et des biscuits secs volés de la cuisine constitueraient ses rations de survie. Tout était caché, chaque élément dissimulé à la vue de tous, attendant le moment où l'équation de la tempête arriverait à son terme. Samuel Laurent n'était plus seulement un prisonnier, il était devenu un ingénieur de la survie, un architecte de la liberté, dont les plans étaient dessinés par la fureur croissante du ciel. Les jours qui suivirent, la prison du Rocher du Diable commença à changer. L'atmosphère, habituellement chargée de la monotonie et du désespoir contenu, se mit à vibrer d'une nouvelle énergie, la peur.
Le ciel, autrefois d'un bleu caraïbe éclatant, prit une teinte laiteuse, comme si un voile était tiré devant le soleil. Le vent, qui n'était auparavant qu'une brise constante, se mit à murmurer, puis à gémir, ses sifflements dans les coursives et les barreaux devenant de plus en plus insistants. La mer, jadis rythmée par la houle régulière, devint chaotique, des vagues puissantes et désordonnées se fracassant contre les falaises de l'îlot avec une fureur nouvelle. Les prédictions de Samuel Laurent, autrefois moquées, commençaient à prendre une forme terriblement concrète. Les bulletins de Météo France avaient radicalement changé de ton. On ne parlait plus d'une simple dépression, mais de l'ouragan Léviathan, désormais classé en catégorie 3, puis rapidement en catégorie 4. La trajectoire avait été corrigée, se rapprochant dangereusement des petites Antilles. L'alerte orange fut déclenchée, puis la rouge. Le directeur Vasseur, le visage fermé, arpentait les couloirs, aboyant des ordres. Son assurance s'était fissurée, remplacée par une adhésion rigide et presque paniquée au protocole. Il ordonna la consolidation des portes et des fenêtres, le stockage de l'eau et des vivres. Il organisa l'évacuation, mais celle-ci était tragiquement insuffisante. Conformément au règlement, seul le personnel non essentiel, les administratifs et les détenus considérés comme à faible risque ou en fin de peine furent transportés sur le continent par les navettes de la prison. Pour les prisonniers de haute sécurité, comme Samuel, il n'y avait pas de plan d'évacuation. La doctrine était simple, en cas de catastrophe majeure, ils devaient être confinés dans leurs cellules, considérés comme les endroits les plus sûrs de l'île. C'était une condamnation à mort déguisée en mesure de sécurité. Samuel observa le chaos de l'évacuation avec un calme glacial. Chaque bateau qui partait était un pas de plus vers sa propre liberté. La réduction du personnel signifiait moins de surveillance. La peur et la confusion des gardiens restant créaient des failles dans la routine. Alors que l'ouragan se rapprochait, la nature elle-même semblait retenir son souffle. Les oiseaux avaient disparu, les insectes s'étaient tus. Il ne restait que le son grandissant du vent. Pour les autres détenus, c'était une torture psychologique. Les cris et les prières résonnaient dans les blocs cellulaires. Certains frappaient contre leurs portes, exigeant d'être libérés, tandis que d'autres se recroquevillaient en silence, terrifiés. Samuel, lui, était dans un état de concentration suprême. Il ne ressentait pas la peur, mais une sorte d'harmonie avec la puissance déchaînée qui approchait. Il était comme un chef d'orchestre attendant le crescendo final. Il passa ses dernières heures à vérifier mentalement chaque étape de son plan. L'assemblage du radeau. La neutralisation de la serrure de sa cellule ou un mécanisme qu'il avait étudié pendant un an, découvrant une faiblesse dans une goupille qu'il pouvait faire sauter avec une simple tige de métal, le manche de sa cuillère, patiemment affûté. Il repéra le point de lancement idéal, une section du mur d'enceinte qui avait été endommagée par une tempête précédente et qui donnait directement sur une petite crique abritée, un endroit qui deviendrait un piège mortel pour n'importe quel bateau, mais qui pourrait lui permettre de mettre son radeau à l'eau. Le soir venu, le ciel devint d'une couleur apocalyptique, un mélange de violet, d'orange et de gris anthracite. Le vent ne murmurait plus, il hurlait. La prison fut mise en confinement total. Les générateurs de secours furent activés, projetant une lumière blafarde et vacillante dans les couloirs. Samuel se tenait près de sa fenêtre, sentant les embruns sur son visage, le goût du sel et de la catastrophe imminente. Il n'était pas un homme qui allait subir la tempête. Il était l'homme qui allait la traverser. Le premier impact fut d'une violence inouïe, dépassant tout ce que les gardiens ou les détenus avaient pu imaginer. Le mur de l'œil de l'ouragan Léviathan frappa le rocher du diable non pas comme une tempête, mais comme une démolition. Le vent, atteignant des vitesses de plus de 280 km/h, n'était plus un son, mais une vibration physique qui faisait trembler la forteresse jusque dans ses fondations. C'était un rugissement continu, un fracas assourdissant de 1000 trains de marchandises qui semblaient vouloir déchirer la pierre. La pluie n'était plus de l'eau tombant du ciel, elle était une masse horizontale, des milliards de projectiles qui mitraillaient les murs avec la force de balles de plomb. Les épaisses vitres blindées du bureau du directeur, conçues pour résister à des émeutes, se fissurèrent puis explosèrent vers l'intérieur dans une détonation de verre et de vent. La mer, gonflée par la marée de tempête, se souleva de plusieurs mètres, et des vagues monstrueuses, hautes comme des bâtiments, déferlèrent sur l'îlot, balayant les cours inférieures, arrachant les barbelés et les projecteurs comme de vulgaires fétus de paille. Dans les blocs cellulaires, c'était le chaos et la terreur. Les lumières principales s'étaient éteintes dès le début de l'assaut, et les générateurs de secours, situés dans un bâtiment annexe, furent rapidement noyés et réduits au silence. La prison fut plongée dans une obscurité quasi totale,
seulement percés par les éclairs stroboscopiques qui illuminaient des scènes de panique. L'eau s'infiltrait de partout, coulant le long des murs, jaillissant des canalisations, inondant les sols. Les détenus hurlaient, certains de folie, d'autres de peur pure, leurs cris se mêlant au vacarme de la tempête. Les quelques gardiens restants étaient tout aussi impuissants, barricadés dans leur poste de sécurité, priant pour que les murs tiennent. Le directeur Vasseur, réfugié dans le bunker de commandement central, regardait avec horreur les dernières images des caméras de surveillance avant qu'elles ne s'éteignent les unes après les autres. Sa procédure, ses protocoles, tout cela n'était qu'une plaisanterie face à la fureur de Léviathan. Il avait sous-estimé la nature, et il avait sous-estimé le prisonnier qu'il avait prévenu. Au milieu de cet apocalypse, Samuel Laurent était un îlot de calme. Sa cellule, située dans une partie plus ancienne et plus massive du fort, résistait mieux que les autres. L'eau montait à ses chevilles, mais il n'y prêtait pas attention. Il n'était pas terrifié, il était exalté. Il sentait la puissance brute de la nature, une force qu'il avait passé sa vie à étudier et qu'il respectait profondément. Il n'était pas en train de la subir, il était en train de la lire. Il avait bouché sa fenêtre avec son matelas pour éviter les débris volants. Dans l'obscurité, il était entièrement concentré sur ses autres sens. Il sentait la pression de l'air sur ses tympans, une pression qui continuait de chuter, indiquant qu'ils approchaient du centre de la tempête. Il sentait les vibrations du bâtiment, apprenant à distinguer le martèlement des vagues de la pression constante du vent. Il était assis sur sa couchette, sa petite tige de métal à la main, son sac de survie contenant ses maigres rations à ses pieds. Il était un passager attendant son arrêt. Il comptait les secondes, mesurait les cycles du vent, les rafales les plus violentes. Il savait que le mur de l'œil n'était pas uniforme. C'était une structure vivante, chaotique. Et juste avant l'arrivée du calme, il y aurait une dernière rafale, un dernier souffle d'une violence inouïe. Il attendit, son corps entier tendu. Puis, il la sentit arriver. Une vibration plus profonde, un sifflement qui monta en un cri strident. Le bâtiment entier gémit, comme s'il allait se disloquer. Ce fut le paroxysme. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le vent cessa. Le rugissement s'éteignit, remplacé par un silence assourdissant. Le silence qui s'abattit sur le rocher du diable fut plus déconcertant et plus terrifiant que le vacarme qui l'avait précédé. C'était un silence contre nature, le silence du vide au cœur d'un cataclysme. Le rugissement de l'ouragan avait disparu, remplacé par un bourdonnement lointain et sourd, le son du mur de l'œil qui tournait à quelques kilomètres de là, encerclant la prison dans un colisée de fureur. Dehors, la pluie avait cessé. Samuel retira le matelas de sa fenêtre et regarda. Le spectacle était surréaliste. Au-dessus de lui, un cercle de ciel presque clair, parsemé d'étoiles scintillantes, était visible. C'était l'œil de Léviathan. Et tout autour, montant jusqu'à une altitude vertigineuse, se dressait le mur de nuages, une paroi bouillonnante et vivante, illuminée par des éclairs internes incessants. L'air était calme, presque immobile, mais lourd et électrique. La mer, cependant, n'était pas calme. C'était un chaos de vagues pyramidales, des houles gigantesques venant de toutes les directions qui s'entrechoquaient dans un maelstrom d'écume. C'était le stade. Et le chronomètre venait de démarrer. Samuel estima qu'il avait, au mieux, 32 minutes avant que le mur opposé de l'œil ne frappe avec une violence égale. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il se précipita vers la porte de sa cellule. Avec la tige de métal affûtée, il attaqua la goupille du pêne qu'il avait repérée. Le métal, déjà fragilisé par ses manipulations précédentes, céda après quelques coups secs. La porte s'entr'ouvrit. Il se glissa dans le couloir inondé et sombre. Le silence était rompu par les gouttes d'eau et les gémissements des autres prisonniers, trop choqués ou terrifiés pour comprendre ce qui se passait. Il courut, l'eau éclaboussant autour de lui, vers la cour de la cuisine. C'était une scène de dévastation. Des débris jonchaient le sol, mais son trésor, caché dans le vieux conduit de ventilation, était intact. Il sortit les blocs de polystyrène, la bâche, les cordelettes. Ses mains bougeaient avec une vitesse et une précision nées d'une répétition mentale infinie. Il assembla le radeau, une structure rectangulaire d'environ 2 mètres sur 1, enveloppant fermement le polystyrène dans la bâche et le liant avec des nœuds marins complexes pour assurer une solidité maximale. Le processus lui prit 12 précieuses minutes. Il attacha son sac de survie et ses 2 pagaies de plateau repas à la structure. Maintenant, il fallait atteindre le point de lancement.
Il traîna le radeau léger à travers la prison dévastée, se dirigeant vers la section sud du mur d'enceinte. La zone était un chaos de rochers effondrés et de poutres métalliques tordues. La petite crique qu'il avait repérée était une machine à laver d'écume, mais c'était sa seule chance. L'eau y était moins profonde, et la force des vagues était légèrement brisée par les rochers. Il lui restait environ 15 minutes. Il scruta le mur de l'œil, visible à l'horizon. Il pouvait le voir se rapprocher, une masse menaçante et inéluctable. Il attacha une longue corde à son radeau, l'autre extrémité à une barre de fer solide. Il fit glisser le radeau le long de la pente de débris, jusqu'à ce qu'il flotte dans l'eau agitée. Il descendit à son tour, l'eau glaciale et salée le saisissant. Il grimpa sur sa frêle embarcation, qui tanguait violemment dans les vagues. Il coupa la corde. Il était libre de la prison. Il se mit à pagayer avec une énergie désespérée, s'éloignant du rocher du diable, luttant contre les courants et les vagues confuses. Le silence était toujours là, mais il sentait déjà le vent se lever à nouveau, un léger souffle, le premier murmure du mur qui revenait. Le temps était presque écoulé. Une fois le lien avec la prison rompu, Samuel Laurent fut projeté dans un monde absurde et terrifiant. Il était un homme seul sur un radeau de fortune, flottant au centre exact de la plus puissante machine météorologique de la planète. L'expression « l'œil du cyclone » avait toujours été pour lui un concept scientifique, une zone de subsidence et de pression minimale. La vivre était une expérience d'une autre dimension. Le silence relatif n'était pas paisible, il était menaçant, rempli d'une tension palpable, comme le silence dans une arène de gladiateurs avant le début du combat. Le bourdonnement des vents du mur de l'œil, à des kilomètres de distance, était une promesse de violence à venir. Le ciel au-dessus de sa tête, avec ses étoiles d'une clarté incroyable, contrastait de manière saisissante avec la mer en dessous. La surface de l'océan était un chaos indescriptible. Sans le vent pour organiser les vagues en une houle cohérente, la mer était un champ de bataille de vagues pyramidales, certaines hautes de plus de 10 mètres, qui surgissaient de directions imprévisibles, se heurtaient, et créaient des creux vertigineux. Son radeau, merveille d'ingéniosité dans sa cellule, semblait maintenant être un jouet pathétique. Il était projeté au sommet d'une vague, offrant une vue panoramique sur l'océan d'aimant, puis plongeait dans un trou d'eau, les murs liquides se refermant autour de lui. Pagayer était presque impossible. Il ne cherchait pas à gagner de la vitesse, mais à maintenir une orientation, à garder son radeau perpendiculaire aux vagues les plus menaçantes pour éviter de chavirer. Ses bras, peu habitués à un tel effort, brûlaient déjà, mais l'adrénaline et la volonté de survivre le poussaient au-delà de ses limites. Il se servait des étoiles comme d'un compas, cherchant l'étoile polaire, bien que basse sur l'horizon, pour maintenir un cap vers le nord-ouest, en direction des îles sous le vent, loin de la trajectoire prévue du cyclone. Il était engagé dans une danse épuisante et mortelle avec l'océan. Il jeta un dernier regard en arrière, vers le rocher du diable. De la crête d'une vague, il put voir la silhouette de la prison, sombre et mutilée, déjà plus petite, une dent noire sur un horizon tourmenté. Il ne ressentit aucune haine, aucune joie de la vengeance. Seulement un sentiment de soulagement profond, la sensation d'un poids immense retiré de ses épaules. Il n'était plus le prisonnier 734. Il était Samuel Laurent, un homme libre, un navigateur solitaire dans un océan de chaos. Mais sa liberté était précaire. Le mur de l'œil, le vrai test, approchait. Il pouvait le voir maintenant, non plus comme une structure lointaine, mais comme un mur mobile de nuages blancs et gris, une falaise d'une taille inimaginable qui avançait vers lui. Le vent commençait à se lever, d'abord en brise légère et erratique, puis en rafale de plus en plus forte. Le ciel étoilé au-dessus de lui se rétrécissait, avalé par le retour de la tempête. Il attacha fermement ses pagaies au radeau, puis s'assura que son propre harnais, fait de cordelettes, était solidement fixé à la structure principale. Il ne pouvait plus naviguer. Il ne pouvait plus que survivre. Il prit une grande inspiration, le goût du sel et de l'ozone remplissant ses poumons. Il s'agrippa aux cordes de son radeau, son corps tendu, et attendit le retour de la fureur. Le silence était terminé. Le second acte de la tempête allait commencer. Si la première moitié de l'ouragan avait été une épreuve de confinement et de tension, la seconde fut un assaut direct, une bataille brute pour la survie. Lorsque le mur arrière de l'œil frappa le radeau de Samuel, ce fut avec la force d'une explosion. Le vent passa de rafales modérées à une furie de plus de 250 km/h en l'espace de quelques secondes. Le radeau, qui avait été ballotté par les vagues, fut maintenant soulevé, arraché de la surface de l'eau et projeté dans les airs avant de retomber lourdement dans un creux. L'impact lui coupa le souffle, mais son harnais de fortune tint bon.
Il était maintenant à la merci totale de la tempête. Le bruit était revenu, encore plus assourdissant qu'avant, car il n'y avait plus de mur de pierre pour l'étouffer. C'était le son pur et primordial du chaos, un rugissement qui semblait venir des entrailles de la planète. La pluie était si dense qu'elle était comme une extension de l'océan, et il était impossible de distinguer la mer du ciel. Il était pris dans un monde d'eau, de vent et de violence. Les vagues, maintenant organisées par le vent directionnel, devinrent des montagnes liquides, des murs d'eau noire qui déferlaient avec une puissance capable de briser un cargo en deux. Le radeau de Samuel, grâce à sa petite taille et à sa flexibilité, ne les combattait pas, il les chevauchait. Il était emporté au sommet d'une vague de 20 mètres, son estomac se soulevant, puis il dévalait la pente à une vitesse vertigineuse, une expérience terrifiante qui se répétait encore et encore. Il s'agrippait aux cordes, son corps entier endolori par l'effort, ses jointures blanches. Le sel lui brûlait les yeux, et le vent glacial, malgré la température tropicale de l'eau, le transperçait jusqu'aux os. Il n'était plus un scientifique, ni un fugitif. Il était une créature primitive, luttant pour chaque respiration, chaque seconde de vie. Son esprit, autrefois son plus grand atout, fut contraint au silence par l'assaut sensoriel. Il n'y avait plus de place pour la pensée, seulement pour l'instinct. Tiens bon. Respire. Ne lâche pas. Des heures passèrent, une éternité de terreur et d'épuisement. Il perdit toute notion du temps, toute notion de direction. Il fut submergé à plusieurs reprises, tiré sous l'eau par la force des vagues, avant que la flottabilité du polystyrène ne le ramène à la surface, haletant, crachant de l'eau salée. Il sentit les coutures de son radeau commencer à lâcher, les cordelettes s'effilocher sous la tension constante. Il lutta pour resserrer les nœuds, ses doigts gourds et froids. Il pensa à abandonner, à laisser l'océan l'emporter, mais l'image d'une vie libre, l'image d'un ciel calme au coucher du soleil, le força à continuer. Il était un homme qui avait prédit la tempête, qui l'avait utilisée. Il ne pouvait pas la laisser le détruire. Lentement, imperceptiblement, la fureur commença à diminuer. Les vents, bien que toujours de la force d'un ouragan, perdirent leur intensité apocalyptique. Les vagues monstrueuses se transformèrent en une houle massive mais plus régulière. La pluie torrentielle devint un grain violent, puis une averse forte. Léviathan s'éloignait, poursuivant sa course destructrice vers le nord. Samuel avait survécu. Il gisait sur son radeau en lambeaux, son corps un amas de douleur, mais il était vivant. Il avait regardé le cœur de la tempête, et il avait survécu à son second souffle. L'aube qui suivit le passage de Léviathan était d'une beauté irréelle. Le ciel, lavé par la tempête, était d'une clarté parfaite, un dégradé de rose, d'orange et d'or. La mer, encore agitée par une houle puissante, avait perdu sa couleur noire de colère pour retrouver un bleu profond et vibrant. Samuel flottait à la dérive, son radeau à moitié détruit n'étant plus qu'un amas de polystyrène et de bâches. Il était déshydraté, affamé, son corps couvert d'ecchymose, mais une paix profonde l'habitait. Il avait traversé l'enfer et en était ressorti. Pendant un jour et une nuit, il dériva, porté par les courants que l'ouragan avait modifiés. Il rationna le peu d'eau et de biscuits qui lui restait, scrutant l'horizon. C'est au matin du deuxième jour qu'il la vit, une ligne verte à l'horizon. La terre. Avec ses dernières forces, il utilisa un morceau de bâche comme une voile de fortune, profitant de la brise légère pour se diriger vers la côte. Quelques heures plus tard, son radeau s'échoua doucement sur une plage de sable blanc, bordée de cocotiers. Il était arrivé sur la côte sud des Sauvages de Sainte-Lucie, une île voisine. Il rampa sur le sable chaud, le corps tremblant d'épuisement, et s'endormit. Pendant ce temps, au rocher du diable, c'était la désolation. La prison était en ruine. Les secours mirent plusieurs jours à arriver. Le directeur Vasseur, le visage gris, supervisait le décompte des prisonniers. Quand ils arrivèrent à la cellule 7, ils la trouvèrent vide, la porte ouverte. Une recherche rapide révéla les restes du laboratoire de fortune de Samuel, les pièces de son radeau manquant. L'hypothèse officielle fut simple et rapide, le détenu 734, pris de panique pendant la tempête, avait tenté une folle évasion et avait été balayé par les vagues. On le déclara présumé mort en mer. Son dossier fut clos. Samuel Laurent, lui, était bien vivant. Il passa plusieurs semaines à se rétablir dans la nature, puis, avec le peu d'argent qu'il avait gardé sur lui dans une pochette étanche, il rejoignit un petit village de pêcheurs isolés. Il se fit passer pour un touriste qui avait tout perdu dans la tempête. Son histoire était crédible. Avec ses connaissances,
il aida les pêcheurs à réparer leurs bateaux, à prédire les changements de temps locaux, gagnant leur respect et leur amitié. Il prit un nouveau nom, devint un visage parmi d'autres. Des mois plus tard, il était assis sur la plage, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs flamboyantes. Il entendit un bulletin d'information à la radio d'un bar voisin, parlant de la reconstruction après le passage dévastateur de Léviathan. Personne ne mentionna jamais le météorologue qui avait disparu. Pour le monde, il était mort. Mais lui, il était enfin libre. Il n'avait pas seulement échappé à une prison de pierre. Il avait navigué au cœur même du chaos, il avait utilisé la plus grande force destructrice de la nature comme son chemin vers la liberté, et avait trouvé la paix de l'autre côté. Le ciel, autrefois son unique fenêtre, était maintenant son royaume.